À se balader par les villages comme je le fais beaucoup pour mes besoins professionnels et heuristiques, je suis bien obligé de constater que la dynamique démographique positive qui est à l'œuvre en Provence et en Languedoc rogne sur les espaces ruraux, même si la loi paysage de 1993 peut donner les moyens de préserver ces espaces agraires. C'est qu'il faut absolument considérer le paysage comme un héritage en perpétuelle reproduction. Le paysage, c'est du patrimoine vivant, c'est du travail fossilisé dans les formes, et il serait indigne de notre pays de ne pas plus protéger, qui ne le fait déjà, ces paysages qui constituent la symbolique de la France au même titre que la Tour Eiffel. Plus qu'une symbolique, nos paysages ont enregistré des traces inouïes de l'action des hommes du passé. Prenons un exemple on ne peut plus parlant. Nous sommes ici à Saint-Maximin, près de la belle ville d'Uzès qui sanctuarise depuis des décennies son centre ancien et multiplie alentour des habitats collectifs. Si nous analysons les grandes formes paysagères au travers des cadastres et plus particulièrement des limites entre villages, nous pouvons retrouver inscrites dans le paysage les traces des affrontements d'antan. Car il est bien connu que des contentieux séculaires ont opposé des entités villageoises voisines et que parfois de véritables batailles rangées se déroulaient aux confins des territoires, opposant des centaines de participants dont certains pouvaient finir la journée par un repas de guimauve par la racine. Ici, Colias et Saint-Maximin se sont opposés pendant des siècles sur le tracé de la ligne frontière. Le différend est définitivement tranché au début du XIXe siècle au détriment de Colias. Cependant, on voit que la ligne frontière est encore incurvée à l'intérieur du territoire de Saint-Maximin, ce qui signifie qu'elle a été dans les temps anciens beaucoup plus concave pour ceux de Saint-Maximin et convexe pour ceux de Colias. Autrement dit, le puissant village de Colias avait réussi à s'enfoncer dans le territoire de Saint-Maximin de manière assez spectaculaire. Les moyens utilisés pour ce faire furent sans doute ceux-là. Premièrement, plus riches que ceux de Saint-Maximin, les gens de Colias, au fil des siècles, finissent par s'accaparer ces terres situées à la frontière et donc contiguës à leurs terres en les achetant. Deuxièmement, au fil du temps, cet espace devient exclusivement possédé par des gens de Colias et finit par devenir, de fait, une extension du territoire coliasois. Troisièmement, ceux de Saint-Maximin n'investissent plus cet espace, ne l'entretiennent plus. Quatrièmement, ceux de Colias revendiquent l'espace comme étant leur territoire, ce qui est une réalité dans les faits, et ne consentent plus à payer l'impôt foncier sur leurs terres, car ceux de Saint-Maximin ont complètement délaissé l'entretien des chemins. Voilà comment on peut retrouver une histoire, la restituer géographiquement et émettre des hypothèses comme l'existence peut-être même d'une bataille rangée qui aurait fini par stabiliser la situation. Or, ces paysages, fruits du labeur d'une centaine de générations de paysans, ces reliques vivantes du temps passé, cette grammatologie des formes de l'espace, ce réceptacle des énergies d'un temps, ils perdurent parce que les paysans demeurent. Si leur nombre s'est effondré en relation avec la mécanisation et la hausse de la productivité agricole, il semblerait que le mouvement ait atteint son point le plus bas et que le changement de paradigme en cours, qui tend vers une agriculture plus respectueuse de la nature, plus respectueuse des estomacs qu'elle doit remplir, ne pousse à une augmentation du nombre des paysans. Peut-être serait-il temps aujourd'hui de faire en sorte que la nation, tout entière, soutienne une fois pour toutes ces agriculteurs, peu nombreux, ces paysans, ces éleveurs qui avec d'autres font et ont fait de la France ce qu'elle est et qui pourraient assurer notre autonomie alimentaire si nous leur demandions.